Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir des cas assez particuliers. On va rester sur des histoires qui sont considérées comme mystérieuses, mais qui ont été débunkées. Attention, parfois les thèmes vont être un peu larges, mais ça ne veut pas dire que toutes les histoires dans le thème associé sont forcément fausses. On va prendre en compte uniquement les histoires précises dont je vais parler dans la vidéo. Par exemple, on va avoir des histoires sur des rencontres avec des aliens. Les histoires en question ont été débunkées, mais ça ne veut pas dire que ça s'applique à toutes les histoires de rencontres avec des aliens. On va vraiment se concentrer sur le lot d'histoires. J'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle va vous intéresser. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne. Aussi, retrouvez-moi sur Instagram, IkenTV, que je vous affiche juste ici. Sincèrement, faites-le, ça me fait vraiment plaisir de voir un peu vos profils là-bas, voir qui suit mes vidéos, ça change un peu des pseudo, si on peut dire ça comme ça, des commentaires YouTube. Donc si vous avez l'application, franchement, n'hésitez pas à aller faire un tour. J'essaye de répondre à un maximum de personnes, donc si vous souhaitez voir un peu aussi l'envers du décor, c'est là-bas que ça se passe. Surtout si le petit chat, qui se présente plus trop dans les vidéos, vous manque, là-bas en tout cas il est bien présent. Si tout ça c'est fait, on est parti pour se plonger ensemble dans nos histoires mystérieuses qui finalement ne le sont aujourd'hui plus réellement. Il y a des endroits qui sont des lieux propices pour créer du mystère. Parfois, ces endroits sont associés à des légendes et c'est cette combinaison qui permet ensuite de créer un mystère ou un événement qui littéralement fera le tour du monde. Le Loch Ness n'est pas seulement un lac, c'est une cicatrice sombre au milieu des Highlands. Une eau froide, profonde, presque noire, où la lumière s'éteint à quelques mètres à peine. Et dans ce noir-là, l'imagination humaine a toujours cru entendre quelque chose respirer. Bien avant les photos et les touristes, il existe un récit ancien, brumeux, daté de l'an 565. Dans La vie de Saint Colomba, on raconte qu'au bord de la rivière Ness, des habitants enterrent un homme. Ils jurent qu'il a été attaqué, puis tiré sous l'eau par une créature. Colomba écoute, observe et décide de vérifier. Il envoie alors l'un de ses compagnons dans la rivière, comme un appât, comme une expérience, et selon le récit, la bête finit par surgir. Au moment où Colomba la voit, il fait le signe de croix et lance un ordre simple, glaçant. Retourne en arrière, la créature se fige, comme frappée net, puis recule et disparaît englouti par l'eau. Une victoire miraculeuse, un monstre chassé par la foi, une histoire qui s'accroche au paysage comme une mousse ancienne sur la pierre. Bien sûr, des légendes de ce type existent ailleurs. On cite même Saint Patrick, censé avoir chassé les serpents d'Irlande. Un récit souvent vu aujourd'hui comme une fable, d'autant qu'on rappelle que l'île n'aurait probablement jamais abrité de serpents à l'origine. Mais au Loch Ness, le mythe ne meurt pas. Année après année, des témoignages continuent. Des formes trop longues, des remous trop lents, une masse sombre qui roule sous la surface, puis s'évanouit. Et au début du XXe siècle, tout bascule. Le monde moderne arrive au bord du lac et soudain, le Loch Ness n'appartient plus seulement aux habitants, il devient un spectacle planétaire. Le déclic, c'est 1933, le 15 avril. Une femme nommée Aldi McKay dit avoir vu quelque chose qu'elle décrit comme un roulis de baleine à la surface. L'histoire est reprise par The Inverness Courier et en quelques semaines, le Loch n'est plus qu'un paysage, c'est une scène. Les témoignages s'enchaînent. Le 22 juillet 1933, George Spicer et sa femme affirment avoir vu une forme d'animal extraordinaire. Un corps long, massif et surtout, ce détail qui va définir Nessie pour toujours, un long coup. À partir de là, les gens savent quoi chercher. Et quand les gens savent quoi chercher, ils savent aussi quoi projeter. Si on reprend froidement la chronologie, l'histoire du monstre du Loch Ness raconte aussi un mécanisme très simple. Une médiatisation, une vague de témoignages, puis l'arrivée de preuves, parfois sincères, souvent discutables et parfois totalement fabriquées. Dès 1933, des images apparaissent. Le 12 novembre, Hugh Gray prend une photo floue d'une forme dans l'eau. Le cliché fait parler, puis les explications arrivent. Et si ce n'était pas une créature, mais quelque chose de banal, déformé par le mouvement, l'eau, la perspective. Certains iront jusqu'à dire qu'il pourrait s'agir du chien de Gray, sa silhouette tordue par le flou. Puis vient la pièce maîtresse, en 1934, la fameuse photo du docteur. Elle est attribuée à un médecin britannique, Robert Kenneth Wilson. Sur l'image, on distingue une forme au cou long, presque préhistorique, posée sur la surface. Pendant des décennies, ce cliché devient l'icône absolue, la preuve qui donne au monstre un visage officiel. Sauf que c'est précisément là que l'histoire se fissure. Avec le temps, cette photo n'est plus seulement contestée, elle devient pour beaucoup un cas d'école. Trop parfaite, trop propre, trop
mettre au cinéma. L'idée s'impose alors comme une ombre. Et si l'image la plus célèbre n'était pas une capture mais une mise en scène, Wilson, lui, ne fera jamais d'aveu public. Mais plus tard, des récits, des confidences, des versions périphériques alimentent la même conclusion. La preuve reine serait surtout une vitrine, un canular devenu légendaire. Et c'est ça le vrai debunk du Loch Ness, pas le récit du 6e siècle, impossible à vérifier, mais le socle moderne du mythe, cette image supposée irréfutable qui s'effondre. Une fois l'icône fragilisée, le reste redevient ce qu'il a toujours été, une accumulation de témoignages dans un décor parfait pour fabriquer des illusions. Une eau sombre, des troncs flottants, des oiseaux, des sillages et surtout un biais humain massif. Quand tout le monde te parle d'un long coup, ton cerveau finit par voir un long coup partout. Le Loch Ness a une aura, une histoire, des récits anciens et un emballement médiatique parfaitement identifiable à partir de 1933. Mais la preuve la plus célèbre, celle qui a hypnotisé des générations entières, est aussi celle que beaucoup considèrent aujourd'hui comme la plus suspecte. Et sans elle, Nessie redevient ce qu'il a toujours été, un mélange de folklore, de confusion, d'espoir et de canular. Au milieu des années 90, à Porto Rico, quelque chose se met à circuler plus vite qu'une rumeur, une peur collective. Dans les villages, on retrouve des animaux morts, et dans les conversations, un mot revient comme une malédiction qu'on répète pour la rendre réelle. Chupacabra, le suceur de chèvres. Un nom espagnol, brutal, presque trop explicite, né d'une idée simple et terrifiante, une créature qui ne chasse pas pour manger, mais pour boire le sang. Puis, à l'été 1995, le mythe prend un visage. Une femme, Madeleine Tolentino, affirme avoir rencontré la bête. Ce qu'elle décrit n'a rien d'un animal ordinaire. Une créature basse, trapue, presque gobeline, capable de se tenir sur deux pattes, mais avançant comme si elle rampait, comme si elle guettait. Et elle lâche une phrase qui, paradoxalement, rend tout encore plus inquiétant. Ça ressemblait à un monstre de télévision. Comme si ce qu'elle avait vu paraissait trop fait, trop irréel, et donc exactement le genre de choses qu'on ne veut surtout pas croiser dans la vraie vie. L'histoire passe dans les médias et le phénomène devient viral avant même l'ère des réseaux sociaux. Les signalements se multiplient, d'abord à Porto Rico, puis en Amérique latine et bientôt jusque dans le sud-ouest des États-Unis. Sauf qu'en changeant de territoire, la créature change de forme. Ce qui était décrit comme une entité presque extraterrestre, bipède et monstrueuse, devient progressivement autre chose. Une bête plus canine, plus terrestre, comme si la légende s'adaptait à ce que chaque région est prête à croire. Et c'est là que l'affaire devient intéressante, parce que le Chupacabra, ce n'est pas seulement un monstre, c'est un mot, une étiquette, une façon de donner un visage à une peur. Le premier gros moment de preuve arrive au Texas, avec une femme surnommée la Chupacabra Lady, Phyllis Canyon. Sur sa propriété, elle découvre le corps d'un animal ressemblant à un canidé, au point d'annoncer qu'elle tient enfin le cadavre du véritable Chupacabra. Sauf que dès qu'on sort du choc et qu'on passe à l'examen, la magie s'effondre. L'animal est identifié comme quelque chose de parfaitement terrestre, un hybride de canidé souvent décrit comme un croisement entre coyote et loup mexicain. Et ce qui le rendait si monstrueux au premier coup d'œil n'avait rien de paranormal. C'était une gale sévère qui avait fait tomber le pelage, donnant cet aspect nu, malade, difforme, exactement le genre de silhouette qui, dans l'imaginaire, se transforme en créature inconnue. Et ça résume tout le mécanisme. On pense tenir une preuve, on s'y attache, on investit, et puis la réalité ramène l'affaire à quelque chose de beaucoup plus simple. Un animal réel mais abîmé, mal interprété et récupéré par une légende déjà prête à avaler n'importe quelle silhouette inquiétante. Alors, est-ce que ça tue le Chupacabra ? Eh bien, pas vraiment. Parce qu'une légende comme celle-ci n'a pas besoin d'exister biologiquement pour exister culturellement. Le Chupacabra est devenu un réflexe, on colle sur des attaques inexpliquées, des carcasses retrouvées trop tard, des canidés malades ou des morts d'animaux sans témoin. Et plus le mythe circule, plus il devient autonome. T-shirts, émissions, chansons, jouets. On a là un monstre qui survit parce qu'il est pratique. Il donne un nom à l'incompréhensible. Ce Chupacabra est alors peut-être moins une créature qu'un miroir, un récit qui change de forme selon l'endroit où il atterrit. Et c'est peut-être ça sa vraie force. Il n'a pas besoin d'être réel pour continuer à mordre. Maintenant, on va un peu sortir de tout ce qui est lieu. Parfois, c'est nous-mêmes, sans s'en rendre compte, qui créons quelque chose qu'on ne comprend pas. On essaye d'interpréter ce qui se passe et parfois ce qu'on crée est plus effrayant même que si la situation était réellement paranormale, inexplicable, parce que ça en dit beaucoup plus
sur nous qu'on ne voudrait bien l'admettre. Il y a un moment, dans certaines soirées, où la lumière semble baisser toute seule. On éteint les lampes, on rapproche les chaises et au centre de la table, on pose ce rectangle de bois couvert de lettres comme un alphabet arraché au réel. On le regarde comme on regarderait une porte sans poignée. On appelle ça une planche Ouija, Spirit Board, la planche des esprits. Et l'idée, à elle seule, est terrifiante. Poser les doigts sur une petite planchette en forme de goutte ou de cœur, puis attendre. Attendre qu'une force invisible prenne le relais. Attendre qu'une présence utilise tes mains comme une ligne téléphonique. Au début, il ne se passe rien. Et puis, la planchette glisse, lentement, presque timidement. Une lettre, puis une autre, et soudain ce n'est plus un jeu, c'est un message. Un mot qui se forme sous tes doigts, comme si quelqu'un de l'autre côté apprenait à parler en rampant sur l'alphabet. Et le pire, c'est qu'on ne sait jamais vraiment où commence la frontière, parce que ces planches apparaissent dans une époque où l'humanité veut désespérément croire qu'elle peut parler à l'invisible. On situe leur origine au 19e siècle, au moment où le spiritisme se répand, où les salons se remplissent de médiums, de séances, de tables qui répondent. Comme si, à force d'y penser, on avait fini par fabriquer un objet capable de renvoyer quelque chose. Sauf qu'à force de fixer ce morceau de bois, une autre question finit toujours par remonter. Plus froide, un peu plus dérangeante. Et si ce n'était pas un esprit qui parlait, mais quelque chose de beaucoup plus proche. L'histoire moderne de l'Ouija n'a rien d'ésotérique au départ. C'est un principe simple, presque enfantin. Des lettres, un curseur et un groupe de personnes prêtes à interpréter le moindre mouvement comme un signe. Et quand l'objet bascule dans le commerce, la mécanique devient encore plus puissante. À partir de la fin du 19e siècle, la planche se retrouve brevetée, fabriquée, vendue. Elle quitte progressivement l'image de la sorcellerie pour devenir une curiosité de salon, un divertissement qui fait frissonner. Elle flotte alors entre deux statues. Pour certains, un jeu inoffensif, pour d'autres, une porte dangereuse. Et c'est exactement là que les debunks deviennent fascinants. Parce que l'explication la plus cohérente n'est pas surnaturelle, elle est scientifique. Elle repose sur ce qu'on appelle l'effet idéomoteur, des micro-mouvements inconscients. En clair, la planchette bouge, mais pas sous l'action d'un esprit, sous l'action de tes doigts, de minuscules pressions tellement légères que tu ne les perçois même pas, qui suffisent à faire glisser le curseur sur le bois. Et comme vous êtes plusieurs à toucher la planchette, chacun peut être persuadé de ne rien pousser. Personne n'a l'impression d'agir, pourtant quelque chose avance. Et c'est ici que la nuance devient peut-être presque plus inquiétante que le paranormal. Parce que ça veut dire qu'on peut produire un message sans avoir l'impression de l'écrire. Et quand des phrases plus complexes apparaissent, le phénomène prend une dimension psychologique troublante. Ce que la planche dit correspond souvent à ce que quelqu'un autour de la table ressent, attend, craint ou espère. Comme si le subconscient trouvait une sortie. Comme si Ouija ne contactait pas l'au-delà, mais révélait ce que chacun garde en lui. Et ça explique un moment classique. Quelqu'un a lu, quelqu'un accuse l'autre, c'est toi qui bouges, l'autre répond non. Et il dit vrai, il n'a pas bougé consciemment, il ne s'est pas vu bouger. Et voilà pourquoi, même quand on comprend le mécanisme, l'angoisse ne meurt pas. Elle se déplace. Parce que si Ouija ne parle pas avec les morts, il peut quand même faire remonter des choses. Des tensions, des désirs, des secrets, des pensées qu'on n'aurait jamais osé dire à voix haute. Comme si la planche n'ouvrait pas une porte sur l'au-delà, mais une porte sur l'intérieur. Cette planche se comprend moins comme un outil pour communiquer avec des esprits que comme un mécanisme de projection, amplifié par ce phénomène d'idéomoteur, une manière de faire parler le subconscient. Esprit ou pas esprit, c'est suffisamment inquiétant parce que dans ce scénario, la main qui écrit c'est la tienne, et ça, sans même t'en rendre compte une seule seconde. À la fin des années 90, le monde approche de l'an 2000 comme on approche d'une falaise, avec excitation et une peur sourde qui colle au ventre. On parle de prophètes, de signes, de Nostradamus, de fin des temps, mais surtout, on parle d'un monstre beaucoup plus moderne et donc plus crédible. Le bug de l'an 2000, le fameux Y2K. Une histoire bête et terrifiante de dates tronquées, 2 chiffres au lieu de 4, et la rumeur d'un effondrement global à minuit pile, le 1er janvier 2000. Banques, hôpitaux, réseaux, systèmes de sécurité, tout devait glitch, s'éteindre et renvoyer l'humanité à l'âge de pierre. Et c'est dans cette hystérie parfaitement calibrée qu'apparaît un nom, John Titor. Il ne téléphone pas, il ne vient pas sur un plateau de télévision, il choisit un canal presque symbolique, comme une relique d'un autre siècle. Un fax, envoyé à une émission radio, le Harbel Show, puis relayé et commenté. Dans ce message, il affirme l'impensable avec une froide assurance. Il est un voyageur temporel et il a un avertissement. John Titor insiste,
Dans sa ligne temporelle, Y2K n'a pas été une frayeur, mais une catastrophe. À minuit, en l'an 2000, des systèmes auraient lâché partout. Le monde aurait vacillé, les structures se seraient effondrées. Et il présente ça non comme une superstition, mais comme une conséquence logique d'un défaut informatique réel. Puis le récit s'épaissit. Quelques années plus tard, il apparaît sur des forums liés à Arbel. Et à partir de janvier 2001, il ne se contente plus de prévenir, il raconte. Il dit venir de 2036. Il affirme que si Y2K n'a pas détruit notre monde, ce n'est pas parce que le danger n'existait pas, mais parce que quelqu'un est intervenu, lui. Il explique qu'il serait revenu en arrière et aurait corrigé la catastrophe, presque comme un geste de bonne volonté. Mais sa vraie mission, dit-il, concernerait un autre bug encore plus lointain, celui de 2038. Et pour accomplir cette mission, il aurait besoin d'un objet précis. Un ordinateur ancien, l'IBM 5100, qu'il doit récupérer en 1975 car il contiendrait une clé permettant de résoudre des problèmes informatiques futurs. Et c'est là que la machine s'emballe, parce que Titor ne parle pas comme un simple fan qui improvise. Il lâche des détails techniques, il saupoudre son récit d'un jargon étrange, masse stationnaire, singularité, sinusoïde de Tipler et Internet. Fasciné, commence à le regarder comme on regarde un homme qui devrait être un mensonge, mais qui sait trop de choses pour être un menteur ordinaire. Puis viennent les prédictions. Et là, l'histoire devient dangereuse, parce qu'elle quitte le terrain du folklore pour entrer dans celui des dates, des événements, des catastrophes annoncées. Quand on regarde froidement ce qui est vérifiable, c'est précisément là que le récit se fissure. Ce qui a captivé les forums entre janvier 2001 et la disparition de Titor en mars 2001, ce sont ces annonces d'avenir et en rétrospective, elles ne se sont pas réalisées dans les formes qu'il décrivait. Il évoquait notamment une grave guerre civile aux États-Unis après l'élection de 2004, un embrasement total dès janvier 2005, puis une escalade vers une troisième guerre mondiale autour de 2015 avec l'idée d'un échange nucléaire. Or, rien de tout cela n'a eu lieu de cette manière. Et face à ces échecs, Titor avait une sortie parfaite. L'argument des univers parallèles, l'idée des many worlds. Si une prédiction ne se réalise pas ici, c'est qu'elle s'est produite ailleurs, dans une autre branche du temps. Une logique redoutable parce qu'elle rend le récit pratiquement impossible à falsifier. Si ça arrive, il avait raison. Si ça n'arrive pas, il avait raison, mais pas dans notre monde. Et reste enfin la dernière couche, celle qui fait basculer l'affaire dans la zone grise typique des légendes d'Internet. L'identité. Une piste remonte, des années plus tard, vers un avocat de Floride, Larry Haber, qui ne nie pas connaître l'histoire mais affirme ne pas être celui qui écrivait sous le nom de John Titor, se présentant plutôt comme une sorte de représentant. Malgré ça, l'idée dominante devient difficile à éviter. John Titor ressemble de plus en plus à une création collective ou orchestrée, un personnage façonné avec assez de crédibilité technique pour paraître authentique et assez de brouillard narratif pour survivre à ses propres contradictions. L'affaire Titor fonctionne parce qu'elle mélange trois ingrédients parfaits. Une angoisse réelle, liée à Y2K, un vernis de connaissances techniques qui donne l'impression d'un insider, et un système d'auto-immunité narrative, les univers parallèles, qui permet au récit de rester debout même quand la réalité contredit ses annonces. Ce n'est pas seulement une histoire de voyage dans le temps, c'est une démonstration de la façon dont Internet peut fabriquer un mythe moderne, capable de résister à tout, y compris aux faits. Le cas de Duncan ressemble à une rencontre classique. Une nuit, un témoin crédible, une observation à faible distance et ce détail qui transforme une simple lumière en contact. Une infirmière de garde affirme avoir vu, depuis un hôpital psychiatrique, un objet lumineux très proche, un dôme et surtout quelque chose à l'intérieur. Elle dit distinguer des silhouettes en mouvement comme si quelqu'un manipulait des commandes. Puis dans son récit, l'une de ces formes se tourne vers elle. Et c'est là que tout se fige, parce que ce n'est plus j'ai vu une lumière, c'est on m'a vu en retour. Et c'est ce moment-là qui donne à l'histoire sa puissance. L'idée que, pendant une seconde, ce n'était pas toi qui observais, c'était l'autre qui t'avait repéré. Mais des années plus tard, l'affaire bascule. Un homme du coin, Dan Hughes, avance une hypothèse brutale. L'infirmière n'a pas inventé, elle a été trompée. Selon lui, ce qu'elle a vu n'était pas un engin, c'était une farce. Quelque chose de honteusement simple. Un sac de pressing transformé en ballon, porté par une structure légère, maintenue en l'air par la chaleur de bougies à l'intérieur. À distance, de nuit, ça peut devenir exactement ce que le cerveau redoute. Un objet lumineux, stable, étrange. Et les silhouettes, des plis,
des ombres, des motifs, tout ce que l'œil en manque d'information peut instantanément transformer en forme humaine. Et c'est là que l'histoire devient presque plus dérangeante que le paranormal, parce qu'elle repose sur une réalité rarement confortable. Un témoignage n'est pas une vidéo. Un témoignage se reconstruit, il dépend de la fatigue, du stress, du contexte, de la distance. Dans une garde de nuit, quand ton cerveau est déjà à la limite, il suffit d'un angle, d'une lumière, d'un détail pour que l'esprit comble les vides avec une précision terrifiante. Hugh va plus loin. Il dit que la farce aurait été montée comme un prank du Nouvel An par des gens vivant à proximité et que l'affaire aurait ensuite échappé à tout contrôle. Parce qu'une fois que la rumeur prend, revenir en arrière devient presque impossible. Même si tu avoues, même si tu expliques, l'histoire a déjà quitté tes mains. Et pourtant, le dossier ne se referme jamais totalement. Parce qu'il reste toujours cette tension, l'écart entre une mise en scène supposée très simple et la précision du témoignage initial. C'est souvent comme ça qu'un mythe survit, pas grâce à la certitude, mais grâce à l'inconfort. Même comme une explication rationnelle existe, il suffit qu'elle ne recouvre pas parfaitement chaque détail pour que le doute continue à respirer. Et dans les histoires d'ovnis, le doute, lui, ne meurt jamais vraiment. Il y a un moment où le mystère cesse d'être une question qu'on se pose, une situation qu'on cherche à résoudre, mais où il devient un produit. Ici, on va parler de preuves fabriquées, de scènes construites et d'un art plutôt cynique, celui de duper les foules. Avant que le paranormal ne prenne la forme de vidéos granuleuses et de forums, il suffisait parfois d'un coup de pelle. En octobre 1869, quelque part à Cardiff, dans l'état de New York, une ferme ordinaire, une terre lourde, humide, comme si elle gardait des secrets depuis des siècles. Ce jour-là, des ouvriers viennent creuser un puits, rien de plus. Un chantier banal, mécanique, presque ennuyeux. Puis le fer heurte quelque chose. Pas une pierre, pas une racine. Quelque chose de dur et de lisse. Ils dégagent la terre, lentement, et là, sous leurs pieds, apparaît un corps gigantesque. Un homme de pierre allongé sur le dos, comme s'il avait été enterré là dans une dernière pause, figé au moment même où la vie l'aurait quitté. On parle d'un colosse d'environ 3 mètres, un Goliath sorti du sol, comme une preuve soudaine que certaines légendes bibliques n'étaient peut-être pas que des métaphores. Le choc est total, les rumeurs filent plus vite que les chevaux, les journaux s'en emparent, la foule débarque. Des familles entières, des mères attrapent leurs enfants, des curieux, des croyants, des sceptiques, tous veulent voir la même chose, un géant arraché à la terre. Et quand un mystère apparaît en plein jour, les esprits font le reste. Certains parlent d'un corps pétrifié, figé par des eaux anciennes. D'autres imaginent une histoire plus sombre, plus tordue, un secret enfoui par des hommes d'église, des missionnaires, un gigantesque mensonge enterré pour une raison qu'on ne doit pas connaître. Sauf que parfois, le monstre n'est pas dans la terre, il est dans l'idée qu'on se fait de ce qu'on voit. Le genre de Cardiff est souvent raconté comme une découverte impossible, un vestige d'un ancien monde qui remonterait à la surface comme une preuve. Et quand on remonte la chaîne des faits, on ne trouve pas une vérité enterrée, on trouve une fabrication. Et c'est précisément ce qui rend l'histoire très intéressante, parce qu'elle montre à quel point un mensonge peut être construit avec méthode, patience et un sens presque professionnel de la mise en scène. Au départ, il y a George Hull, un fabricant de cigares. Tout part d'un affrontement idéologique. Une dispute avec un prédicateur autour d'un point qui paraît absurde jusqu'à ce qu'on réalise qu'il touche à quelque chose de puissant. L'idée que des géants auraient réellement existé, comme certains passages bibliques semblent le suggérer. Hull ne veut pas seulement se moquer, il veut démontrer, prouver qu'il suffit de donner à une croyance une forme matérielle pour que des foules y adhèrent, même si cette forme a été créée de toutes pièces. Alors, il fabrique la preuve. Il met de l'argent sur la table, fait sculpter un colosse de pierre, un corps gigantesque allongé sur le dos, assez humain dans sa posture pour réveiller immédiatement l'imaginaire. Puis, il pousse le réalisme du faux jusqu'au malaise. La surface est travaillée, vieillie, abîmée artificiellement pour donner l'impression d'un objet ancien, comme si la pierre avait dormi sous terre pendant des siècles. L'objectif n'est pas de tromper des experts pendant des années, l'objectif est plus simple et plus cynique. Tromper assez longtemps pour que l'histoire se propage toute seule. Et là où le plan devient brillant, c'est dans la manière de faire naître le mensonge. Hull ne veut pas d'une découverte faite par lui-même, il veut une découverte accidentelle, impossible à rattacher directement à sa main. Il trouve donc un terrain, un complice et surtout il attend. La statue est enterrée puis oubliée volontairement pendant environ 1 an. Parce qu'un mensonge, pour être crédible, a besoin de temps. Ensuite seulement, on déclenche l'étape finale. Le géant doit être trouvé, mais sans que personne ne puisse dire qu'on est allé le chercher. Le jour venu, des ouvriers sont embauchés pour creuser un puits exactement à l'endroit voulu. Les outils heurtent la pierre,
La Terre s'ouvre et ce qui sort n'est pas un objet, c'est une scène. Les réactions deviennent la première preuve. La stupeur devient le carburant du mythe. Très vite, la presse s'en mêle, les curieux affluent. Le mystère prend une forme économique. On fait payer l'entrée, et dès qu'un mystère devient un spectacle, il cesse d'avoir besoin de preuves solides. Il a besoin de monde. Les sceptiques, eux, font ce que les sceptiques font toujours. Ils observent, ils comparent, ils soulignent que l'objet ressemble davantage à une statue qu'à un corps réellement pétrifié. Mais à ce moment-là, la vérité n'est déjà plus le centre. La foule est là. L'histoire est déjà racontée, et même quand les doutes s'accumulent, le géant continue d'exister parce qu'il est devenu une attraction. Puis vient l'étape suivante, l'industrialisation du mythe. Hull revend le géant à des investisseurs, et P.T. Barnum entre dans l'équation, non pas comme un scientifique, mais comme un homme qui comprend une chose avant tout le monde. Ce qui compte, ce n'est pas ce que c'est ce que ça fait. Barnum veut acheter, on refuse. Alors il fait fabriquer une copie et l'expose quand même en jouant sur une ambiguïté volontaire, en vendant le doute comme un produit. À ce stade, le canular devient un miroir, une fraude copiée par une autre fraude, chacune alimentant la même machine. Et finalement, l'affaire s'écroule comme beaucoup de grandes mises en scène. Non pas parce que les gens cessent d'y croire, mais parce que trop de monde finit par savoir comment c'est fabriqué. Hull mettra son rôle et les artisans confirmeront la supercherie. Le géant de Cardiff ne prouve pas l'existence des géants, il prouve quelque chose de plus dérangeant. Quand une époque a envie d'y croire, on peut lui vendre un corps à condition de l'enterrer au bon endroit et d'attendre le bon moment. À l'été 1953, lors d'une nuit tiède, sur une route presque vide, deux colocataires rentrent après quelques verres. Dans un autre récit, on parle d'un banal accident, mais pas dans notre cas. Edward Waters, 28 ans, et son ami Thomas Wilson, 20 ans, racontent qu'ils roulaient tranquillement quand quelque chose a surgi devant la voiture. Une forme brève, imprécise, assez soudaine pour rendre le freinage inutile. Ils heurtent l'animal ou la créature et s'arrêtent, le cœur battant, pour voir ce qu'ils viennent de renverser. Et là, selon eux, la nuit bascule dans l'invraisemblable, parce qu'ils ne seraient pas seuls. Ils affirment avoir aperçu deux silhouettes plus loin sur la route, qui se seraient mises à courir comme des hommes avant de rejoindre un engin posé dans l'ombre. Un objet étrange, rougeoyant, immobile, comme en attente. Puis une scène presque trop parfaite, une lumière bleue, un flash, et l'objet qui s'élève pour ensuite disparaître. Quand ils regardent à nouveau le sol, ils disent avoir récupéré le corps de ceux qu'ils ont percutés. Et au lieu de se taire, ils font exactement ce qu'on fait quand on veut que l'histoire devienne une affaire. Ils contactent les journalistes et même l'Air Force locale, persuadés de tenir entre leurs mains la preuve impossible, un alien mort. Sauf que le récit se fissure dès qu'on quitte la narration et qu'on entre dans l'examen, parce que le corps ne résiste pas à l'analyse. Ce n'est pas une créature venue d'ailleurs, mais un animal terrestre, un singe, dont l'apparence a été rendue suffisamment dérangeante pour alimenter l'illusion. Un médecin, cité dans le dossier, explique que malgré quelques détails visuels troublants, l'ensemble correspond bien davantage à un macaque résu qu'à quoi que ce soit d'inconnu. Et c'est là le cœur du debunk. Il n'y a pas besoin d'un extraterrestre pour créer un mythe, il suffit d'une nuit, d'un récit d'ovni et d'un corps assez étrange au premier regard pour que le cerveau complète tout le reste. Puis vient la fermeture officielle du dossier. Après ces conclusions, les deux hommes finissent par reconnaître le canular. L'histoire implique une dimension profondément malsaine, l'utilisation d'un animal réel. Aucun détail mystérieux, seulement sordide. L'animal a été volontairement déformé par l'homme pour espérer duper le monde. Au moment de la sortie de cette information, la réaction qui a prédominé était une forme de légèreté, comme si ce n'était qu'une mauvaise plaisanterie avec peu de conséquences et aucune vraie justice pour l'animal. Il faut savoir que dans les années 50, se procurer un animal exotique était apparemment beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Évidemment, même une fois l'aveu posé, la mécanique UFO fait ce qu'elle fait toujours. Certains tentent de retourner l'affaire en cover-up en imaginant qu'un vrai corps extraterrestre aurait été remplacé au dernier moment ou que les témoins auraient été achetés pour tout faire passer pour une farce. Mais la conclusion reste nette. Rien ne résiste vraiment à l'explication la plus simple. Ce n'était pas un singe venu de l'espace, c'était une histoire fabriquée, horriblement, pour ressembler à une preuve. Dans une époque où le mythe des soucoupes volantes donnait à ce genre de récit une traction immédiate. Dans ce chapitre, on va voir que le mystère, ce n'est pas lié uniquement à ce qu'on nous montre. Ça peut aussi être lié à la façon dont on nous montre quelque chose. On va parler de montage, de télévision, d'images, et la création d'une frontière plutôt floue entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Nous sommes au début des années 90. Dans la communauté UFO,
Il y a des rumeurs qui tournent depuis des décennies, et puis il y a les images, celles qui, en théorie, devraient mettre fin à tout débat. Un jour, une cassette surgit comme un artefact interdit, une autopsie extraterrestre filmée, pour de vrai, à l'abri des regards, dans une base top secrète. On affirme que ce serait un document d'archives lié à un événement beaucoup plus ancien, Roswell de 1947. Le genre de preuve que les passionnés ont attendu toute leur vie et que les sceptiques redoutent, parce que si c'est authentique, alors tout bascule. Celui qui amène cette bombe au grand public s'appelle Ray Santilli, et ce détail déjà intrigue. Ce n'est pas un scientifique ni un militaire, c'est un type du milieu de la musique. Un manager, promoteur, propriétaire du studio et surtout chasseur de raretés. Avec sa société, il dit traquer des documents introuvables, des bandes inédites. Sauf que cette fois, ce n'est pas une chanson perdue qu'il prétend avoir dénichée, c'est un corps. Son histoire commence avec un caméraman, un certain Jack B, un homme qui aurait travaillé autrefois pour l'armée américaine. Jack se confie, il parle d'ovnis, d'aliens et finit par lâcher l'impensable. Il aurait filmé l'autopsie de créatures récupérées après le crash de Roswell. Le récit devient presque cinématographique. Des êtres étranges, blessés, et un détail qui sonne comme un mauvais rêve. Ils tiendraient chacun une boîte, serrée contre leur torse, en pleurant comme si c'était l'objet le plus précieux du monde. Des boîtes en 1947, des boîtes dont personne ne sait ce que c'est. Et évidemment, dans l'esprit du public, l'idée s'allume toute seule. Une technologie inconnue, un secret militaire, des preuves d'ailleurs. Puis viennent les images supposées. Une table, une tente ou une installation militaire, des silhouettes en tenue de protection et ce corps allongé. On parle même d'un matériau qu'on retire comme une seconde peau, une combinaison si ajustée qu'elle se confondrait avec la chair. Un moment marque particulièrement les spectateurs. On voit un intervenant retirer une lentille noire de l'œil de la créature et aussitôt, une croyance UFO s'accroche à la scène. Et si les grands yeux noirs n'étaient pas des yeux, mais un équipement, des lentilles high-tech, des lunettes organiques, une technologie portée sur le visage. À partir de là, le monde se divise, comme toujours. Ceux qui pensent tenir la preuve absolue et ceux qui jurent que c'est le canular le plus ambitieux de l'époque moderne. Le film devient mondialement célèbre lorsqu'il est diffusé sur plusieurs chaînes le 28 août 1995. Et dès cet instant, il déclenche le scénario classique des preuves ultimes, une fracture nette entre croyants et sceptiques. Très vite, les critiques relèvent des incohérences qui, prises séparément, semblent presque anecdotiques mais qui, mises bout à bout, fragilisent l'idée d'une archive tournée en 1947. Le style des instruments, l'allure des tenues, l'ambiance du décor et surtout certains détails modernes qui jurent, comme un téléphone à cordon spiralé évoqué dans le dossier, un petit objet de rien du tout, mais capable de faire tomber tout un récit parce qu'il sent l'époque et pas la bonne. Mais le nœud du scandale, ce n'est pas seulement le décor. C'est le corps lui-même. Qu'est-ce qu'on regarde exactement sur cette table? Assez tôt, certains avancent que la créature n'a rien d'extraterrestre. Ce pourrait être un corps humain déformé, malade, ou plus simplement une fabrication assez crédible pour semer le doute sans basculer dans le grotesque. Santilli, conscient que tout repose sur la caution d'une expertise, fait examiner les images par un pathologiste, Christopher Milroy, professeur à l'université de Sheffield. Et la conclusion rapportée est glaçante pour les amateurs d'ovnis. Le corps observé présente une apparence humaine, une morphologie compatible avec un être humain, ce qui déplace l'affaire du terrain paranormal vers celui de la mise en scène. Sauf que l'histoire ne meurt pas. Elle ne meurt jamais tout de suite. Elle continue d'alimenter la communauté UFO pendant des années, jusqu'à ce que Santilli finisse par reconnaître que l'histoire est fausse avant de nuancer, de modifier sa version, de recoller des rustines au récit, comme s'il refusait de le laisser s'effondrer complètement. Puis arrive le clou, celui qui a la violence d'un aveu public. En 2017, un associé de Santilli, l'artiste Spiros Melaris, affirme avoir participé à la fabrication. Il dit que des corps auraient été sculptés et habillés pour rendre la scène crédible, et que des éléments organiques ont été utilisés pour donner l'illusion d'une dissection convaincante. Une blague devenue incontrôlable, un canular qui a dépassé ses auteurs. Et pourtant, même après ça, le dossier refuse de se refermer totalement. En 2019, des documents leakés sont évoqués comme laissant entendre qu'un ancien scientifique lié à la CIA, Kit Green, aurait évalué le film dans un cadre officiel et l'aurait jugé réel, non pas parce qu'il prouverait Roswell à lui seul, mais parce qu'il aurait déjà vu une autre autopsie supposément confirmée et aurait trouvé la version Santilli presque identique.
À ce stade, deux lectures sont possibles, soit une confusion spectaculaire, soit un brouillard encore plus trouble qui entretient exactement ce dont ces histoires ont besoin pour survivre. Une zone grise. Et la dernière métamorphose est presque ironique. Pendant la folie des NFT dans les années 2020, Santilli recommence à parler de la valeur de cette vidéo pourtant débunkée en cherchant à monétiser une image du film comme objet de collection. Comme si l'ultime étape d'une fraude moderne n'était plus seulement de tromper, mais de revendre la tromperie elle-même. À la fin du XXe siècle, la fascination pour les ovnis atteint un point de fièvre. Les années 90 transforment le moindre murmure en phénomène et chaque preuve en relique. Et dans cette décennie-là, une histoire va glisser dans les conversations comme une cassette maudite. L'enlèvement des Macpherson. On parle d'une vidéo au parfum Blair Witch. Un enregistrement tremblant, mal cadré, trop vrai pour être confortable. Une bande retrouvée après les faits, comme si la caméra était la dernière chose restée derrière une famille disparue. Le concept est simple, donc terriblement efficace. Ce n'est pas un film, c'est un document, une preuve. La cassette s'ouvre sur une introduction ajoutée au début. Des experts racontent la découverte du film, évoquant la disparition de la famille. Et une phrase est posée comme un crochet. À l'automne 1997, un garçon de 16 ans filme le dîner de Thanksgiving. Mais ce qu'il capte dépasse une simple réunion familiale. Sur le papier, on dirait une logline, un slogan de bande-annonce. Sauf que là, c'est livré comme un fait, comme un avertissement. Puis la vidéo bascule. Celui qui filme s'appelle Tommy Macpherson, un ado qui s'amuse à provoquer les siens pendant la soirée, jusqu'au moment où l'électricité se coupe net. Noir total, les lampes torches apparaissent et tout change. Tommy suit ses frères, Brian et Kurt, qui inspectent la maison. Ils tombent sur la boîte à fusibles, brûlante, comme si quelque chose avait traversé le système. Alors ils sortent vers les bois pour chercher le transformateur. Et sur le chemin, ils voient ce que personne ne devrait voir. Un objet posé dans un champ, silencieux, immobile comme garé dans la nuit. Puis, des silhouettes descendent, des êtres. Les frères reculent, paniquent, courent prévenir le reste de la famille. À partir de là, la nuit devient un siège. Des bruits sur le toit, des ombres aux fenêtres, des mains qui cherchent les poignées, qui testent les portes, qui rôdent autour de la maison comme si elles attendaient qu'un verrou cède. Et la cassette se termine comme une gorge-concert. Tommy se retrouve approché par l'une des entités, puis l'image s'arrête brutalement. Pas de conclusion, pas de résolution. Juste cette impression que la caméra, elle aussi, a été abandonnée au bord de quelque chose de trop grand pour être raconté. Mais ce qui a terrifié tant de spectateurs ne repose pas tant sur ce que la vidéo montre que sur la manière dont elle se présente. Parce que tout est pensé comme du trouvé, du dossier, une fiction tournée comme une preuve, avec une introduction qui imite le langage de l'enquête. Et cette simple mise en scène suffit à créer le doute. On ne te dit pas clairement voici un film, on te laisse ressentir voici un document. La preuve, c'est sa diffusion. Le programme sera surtout connu sous le titre Alien Abduction Incident in Lake Country et il est diffusé en prime time sur la chaîne américaine UPN. Ce détail change tout. À cet horaire, dans ce type de case, ça ressemble moins à un film d'horreur qu'à un événement spécial. Un événement télé, un dossier qu'on te dévoile. Et la confusion aurait été amplifiée par l'enchaînement. Juste avant, une émission intitulée Real Vampires Exposed, un pseudo-documentaire spéculatif sur les vampires, traité avec un ton sérieux plutôt que comme une fiction assumée. En collant un programme présenté comme une enquête sur les vampires, puis un fan footage présenté comme une bande retrouvée, la grille TV brouille les repères. Beaucoup de gens ne voient pas une fiction, ils voient une nouvelle affaire. Ensuite, il y a les drapeaux rouges internes. Dans la vidéo, les entités semblent devoir forcer l'entrée. Elles s'acharnent sur les portes et les fenêtres, tâtonnent, grimpent, comme des monstres de films d'invasion domestique. Or, dans une grande partie du folklore des enlèvements, les visiteurs sont décrits comme capables de traverser la matière, de passer au travers d'une porte verrouillée, d'un mur, comme si les obstacles n'existaient pas. Cette contradiction a un goût très simple, la logique du scénario, pas celle d'un témoignage. Et puis vient le détail qui achève le tableau. Selon les diffusions, le générique de fin n'était pas toujours présent, et quand il apparaît, il liste clairement des acteurs, ce qui rend évident qu'on est face à une reconstitution. Le cas souvent cité est celui de la Nouvelle-Zélande. Des diffusions auraient eu lieu sans ces crédits, laissant des téléspectateurs dans un flou total. Impossible pour eux de trancher, personne ne venait cadrer l'expérience. Plus tard, certains diffuseurs auraient prétendu être surpris que des gens aient pu se laisser berner, mais c'est précisément ça, le cœur du mécanisme. Si tu enlèves les repères, tu fabriques du réel.
Au final, l'enlèvement des Macpherson n'est pas une preuve d'alien, c'est une démonstration de la puissance d'un format. Filme une fiction comme un dossier retrouvé, diffuse-la comme un programme ambigu, et tu obtiens un canular si bien emballé que des milliers de personnes auront sincèrement eu l'impression d'assister à quelque chose de vrai. Au début des années 90, à Gulf Breeze, en Floride, une petite ville côtière qui, pendant un temps, donne l'impression d'être devenue un phare, mais pour quelque chose qui ne vient pas de la mer. Les signalements d'ovnis s'enchaînent. Plus la rumeur enfle, plus l'air semble chargé d'électricité. Et tout aurait commencé à la fin des années 80, puis aurait explosé au tournant des années 90 comme une vague impossible à arrêter. Et au milieu de cette vague, un homme émerge. Il prend la lumière et il impose son nom, Ed Walters. Il affirme avoir fait mieux que voir, il dit avoir photographié, filmé, capturé l'impensable à très faible distance. Un engin structuré, net, identifiable, parfois suspendu au-dessus du sol, parfois en descente, et même sur certains clichés, en train de projeter un faisceau lumineux vers la Terre. Là où la plupart n'ont que des récits, lui a des images, et dans ce domaine, une image vaut tout. Elle transforme une rumeur en preuve. Puis, Walters franchit la ligne que les témoins franchissent rarement sans déclencher l'orage. Il ne parle plus seulement d'appareils, il parle de rencontres. Il raconte qu'un soir, alors qu'il photographie un engin, un rayon bleu le frappe, qu'il est soulevé partiellement du sol, comme si la gravité venait de se dérégler autour de lui. Il dit avoir entendu des voix, vu des images dans son esprit, et reçu un message presque doux et presque absurde. « Ne t'inquiète pas, nous ne te ferons pas de mal ». Après ça, il décrit d'autres épisodes. Des apparitions répétées, des ombres sur le terrain, des présences au sol, comme si un monde parallèle par moments se penchait au-dessus d'une autre. Évidemment, l'histoire devient trop grande pour Gulf Breeze. Des curieux débarquent, des passionnés se fédèrent, des livres se préparent et on parle même d'un projet de film. Walter semble sur le point de devenir l'un des visages mythiques de l'ufologie américaine, le genre d'homme qui fait basculer une époque. Sauf que ces histoires ont souvent un point commun, elles tiennent jusqu'au jour où quelqu'un ouvre un grenier. Dans une maison où Walters a vécu, un nouvel occupant monte un jour pour une raison banale. Il cherche un tuyau, il bouge de l'isolant et il tombe sur quelque chose. Une maquette. Un modèle réduit de soucoupe volante présenté comme identique aux engins que Walters aurait photographiés. Pour les sceptiques, c'est le moment exact où tout bascule. Si l'OVNI existe sous forme de réplique dans un lieu directement lié à l'homme qui capturer ces ovnis, l'hypothèse du miracle s'écoule d'un coup. Walters tente de reprendre la main. Il accuse les débunkers, il affirme qu'on a placé la maquette là pour le piéger, pour détruire sa crédibilité. Mais en face, l'explication devient beaucoup plus simple et beaucoup plus froide. Les photos seraient un trucage basique, du type double exposition, une façon de faire apparaître l'objet, la maquette, au premier plan sur fond de paysage réel, donnant l'illusion d'un engin capturé en conditions normales. Et l'effet domino s'enclenche. Même des soutiens importants finissent par reculer. MUFON, qui avait abordé l'affaire avec un biais favorable, conclut après analyse que plusieurs photos, sinon toutes, sont probablement des canulars. Le scénario est presque parfait parce qu'il est banal. Un témoin devient une star parce qu'il a des images, puis tout s'effondre le jour où l'on retrouve l'outil du miracle. Pas dans une base secrète, pas dans un hangar militaire, simplement dans un grenier. Mesdames et messieurs, on en a fini pour les histoires de cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Personnellement, j'ai trouvé les histoires très intéressantes et je vais rappeler une chose, c'est que les debunks concernent uniquement les histoires que j'ai racontées. Ça ne permet pas de débunker toutes les histoires d'un même domaine, ce n'est pas parce que une histoire d'OVNI a été débunkée que ça veut dire forcément que toutes les histoires ont été inventées. Il peut y avoir peut-être d'autres raisons qui pourraient expliquer certains événements, donc toujours prendre les choses avec des pincettes. Si vous avez passé un agréable moment, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner, c'est extrêmement important. Retrouvez-moi encore une fois sur Instagram que je vous affiche juste ici à Ken TV. Je vous attends nombreux là-bas, j'espère en tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Ken. Salut!